Et alors, comment vous expliquez avec votre vision de jeune collaborateur ce manque d'attractivité dont la profession souffre en fait? Moi, je pense que c'est l'image du métier qui est peut-être un peu négatif. Ah, t'aimes pas le marketing, mais tu vois, Ouais. voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On fait le bilan, podcast made by Impulsa. Je suis ravi de vous accueillir, je suis Grégoire Proust, je suis associé et fondateur d'Impulsa. Et aujourd'hui, on fait le bilan sur les attentes des jeunes collaborateurs dans les cabinets d'expertise comptable et d'audit. Et alors, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi on fait le bilan sur ce sujet aujourd'hui. La question, on va y répondre assez facilement. Aujourd'hui, je pense que tous les experts comptables, auditeurs de la place et tous les cabinets ont les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on a tous beaucoup de mal à recruter des jeunes, à fidéliser nos jeunes et parfois même à se comprendre les chocs générationnels et autres. Et je pense que c'est vraiment les objectifs de ce podcast, c'est de mieux comprendre tout ça. Donc dans un premier temps, on essaiera de comprendre vos attentes, de comprendre les motivations des jeunes, mais il m'était impossible de discuter de tout cela sans avoir un échantillon de jeunes collaborateurs avec moi. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à Elina et Grégory ici présents de se joindre à moi pour cet épisode. Donc merci beaucoup à tous les deux de vous être joints à moi. Et Elina, je te propose de te présenter. Merci pour l'invitation tout d'abord. Donc moi je suis Elina, j'ai 23 ans. Je suis actuellement donc collaboratrice chez Forvis Mazars, anciennement Mazars, en audit financier depuis 3 ans. Et je suis diplômée de Dauphine. Très bien, merci beaucoup Elina. Grégory, à ton tour de te présenter à nos auditeurs. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Grégory, j'ai 24 ans, je suis collaborateur comptable au sein d'un petit cabinet à Paris dans le 12e qui s'appelle Cofigef, dans lequel j'ai fait mes études, mon alternance, et aujourd'hui j'y suis depuis plus de 2 ans maintenant. Ok, super. Bah écoutez, encore une fois, mille merci d'être avec nous aujourd'hui, et je pense qu'on va tous être hyper intéressés d'avoir vos témoignages et que vous puissiez partager aussi votre expérience, parce que qui de mieux que des jeunes pour parler des attentes des jeunes. Voilà, donc ravi que vous soyez là. Si vous voulez bien, moi j'aimerais bien qu'on commence. On va essayer de suivre un peu la chronologie du parcours des jeunes dans les structures d'expertise comptable et d'audit. Donc assez basiquement, on va commencer par le commencement. Donc toute la partie recrutement, onboarding, c'est-à-dire comment accueillir les collaborateurs, puisque finalement c'est là que l'histoire commence quand on travaille avec des jeunes collaborateurs. Donc moi, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est assez simple, c'est finalement quelles ont été ou quelles sont selon vous, parce que vous avez des amis, des relations, vous avez fait certains des stages d'expertise comptable, donc vous avez des collègues entre guillemets. Quels sont selon vous les critères pour choisir son employeur aujourd'hui? Comment les jeunes générations aujourd'hui procèdent? Voilà, je suis intéressé par avoir votre témoignage. Peut-être Elina, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Alors moi, du coup, la première fois que j'ai dû faire le choix d'un employeur, en tout cas pour un long terme, ouais. Ce qui a influencé vraiment la première chose qui a fait que j'ai fait le choix de Mazars, ça a été rencontrer en fait des personnes qui ont travaillé dans le cabinet, qu'elles me parlent elles en fait de leur quotidien, sentir que j'étais, Tu t'appropriais? Ouais, voilà, exactement. Je m'identifiais beaucoup à elles. Je sentais que leur travail avait du sens, que les valeurs dont elles me parlaient étaient proches des tiennes. Oui, exactement. Et donc ça m'a beaucoup parlé. Donc c'est vraiment moi la vie des autres dans un premier temps qui m'a convaincue. Et ensuite, évidemment, il y a le feeling en fait quand on rencontre les personnes des cabinets. Après, pendant les entretiens, etc., qui a fait que le choix se porte plus vers un cabinet qu'un autre. D'accord, ok. Donc le témoignage de personnes pratiques, j'ai envie de dire, vraiment dans le dur, de bien comprendre précisément ce que font les gens, et puis ce feeling effectivement qui passe ou qui passe pas finalement. Exactement. Ok. Et toi, Grégory, peut-être de ton côté, quels ont été les critères finalement pour faire ton choix Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Elina sur le côté feeling, quand on ressent, pour entrer dans une entreprise en tout cas. Moi, en tout cas, j'aime bien, dès l'entretien d'embauche, en fait, me sentir au moins à l'aise déjà avec la personne avec qui j'échange, parce que c'est pour une collaboration future, donc j'aime bien qu'il y ait au moins cette entente dès le début, quoi.
Et après, moi, je suis partisan. Enfin, moi, en tant que jeune, je mise beaucoup en fait sur l'apprentissage qu'ils peuvent nous apporter. Parce qu'on on est jeune, on n'a pas encore beaucoup d'expérience. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui va faire que je vais choisir plus un cabinet qu'un autre. C'est-à-dire si D'accord. je sens que voilà, je pourrais acquérir plus d'expérience, plus de compétences dans un cabinet, je pense que je vais m'orienter plutôt vers celui-ci, quoi. D'accord, ok. Ouais. Donc le feeling aussi, donc là vous vous Ouais. rejoignez tous les deux, et tout le côté, toi c'est un peu apprentissage, Ouais. essayer de voir qu'on va te transmettre quelque chose. Exactement, oui. Ok. Alors moi j'ai une question sur le feeling. Euh, dans vos cas, c'était quoi? C'était un tutoiement pendant l'entretien? C'était au contraire une certaine distance parce que vous préférez voilà, des rapports distants? Qu'est- Qu'est-ce qui a fait justement, qu'est-ce qui a déclenché cette petite étincelle? Alors pendant l'entretien, il y a vraiment en fait toute l'expérience du début à la fin. Je pense notamment au fait que quand on arrive, voilà, on sait que Elina, elle passe son entretien à 10 heures. C'est pas tiens, qui tu es là dans ma liste de 45 personnes. Ok. Ça, c'est appréciable de sentir qu'on est individualisé et qu'on n'est pas juste dans une énorme masse. Et le tutoiement, j'avoue ne pas avoir forcément de souvenir de ça, mais c'est plus, oui, savoir que y a une préparation en fait derrière notre arrivée et qu'on a vraiment envie d'être recruté et que on attend qu'on arrive et on nous Ouais. attire, quoi. Ok. C'est pas vraiment un feeling dans la... J'ai compris. Voilà. Ouais, En fait, exactement, toi, ouais. tu as senti que la personne qui t'a reçu, ou peut-être les personnes, si tu as passé plusieurs entretiens, elles avaient préparé, Ouais. elles sont arrivées en sachant qui t'étais, elles connaissaient un bout de ton parcours, peut-être, elles n'ont pas découvert ton CV en direct. Enfin voilà, c'est ça ce que Ouais, tu le voulais fait, dire. ouais, exactement, de s'intéresser Ok. Mm. et de chercher aussi ce que je voulais. Ouais, quoi. je suis assez d'accord. Moi, par exemple, pour mon cas personnel, quand je suis arrivé, déjà j'étais très stressé. Mais la personne qui m'a passé mon entretien d'embauche, j'ai vu, elle avait mon CV, puis il y avait des annotations, c'était surligné. Donc j'ai vu que, voilà, comme elle a dit Ouais. Elina, j'étais pas un CV parmi tous les autres. Donc je me suis senti déjà plus à l'aise. Et après, la personne dans l'entretien, voilà, un petit peu d'humour aussi pour essayer de me mettre un petit peu à l'aise. Parce que, enfin, moi personnellement, c'est pas des exercices que j'apprécie beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est assez stressant, on va dire. Donc quand on sent Surtout que la les premiers. personne, c'est ça, oui. Absolument. Quand la personne nous met à l'aise tout de suite, voilà, on se détend un petit peu plus et c'est plus agréable, on va dire. D'accord, ok. Bah écoutez, top. Moi aussi, ce que je trouve hyper intéressant, donc là on a traité un peu toute la partie, j'ai envie de dire, process de recrutement. D'ailleurs, j'en profite, les process de recrutement que vous avez fait, c'était long, c'était court. Vous avez passé combien d'entretiens, par exemple? C'est intéressant peut-être de comprendre ça. Pour le même cabinet, Ouais. ouais, moi j'en ai eu 4, il me semble. Ah ouais. Ah oui. Mais en fait, j'ai eu l'occasion d'en parler avec mes amis du coup qui ont fait le même master Ouais. et qui ont fait également plusieurs process. En fait, il y a vraiment plusieurs profils d'entreprises. Il y a les entreprises où ça s'étale, on va dire, sur 2 mois. Et bon, honnêtement, on se perd et nous, on n'a plus Ouais. forcément envie. Enfin, disons qu'eux, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'ils veulent vraiment chercher des candidats qui sont motivés, je pense. Et du coup, ils étalent longtemps. D'accord. Mais bon, en l'occurrence, nous, on est quand même sur une expérience, la première expérience. Donc, on veut trouver assez vite parce qu'on a peur aussi de rien trouver, Ouais, de je rien pense. trouver. Donc quand on a donc nous à Mazars, j'ai eu 4 entretiens, mais c'était 4 entretiens en fait sur la même journée. Donc j'ai vu 4 personnes d'accord. différentes. Ok. C'était, il me semble, une demi-journée. Mais ça permet de faire plusieurs exercices et pas de se dire un seul entretien et puis voilà, je suis prise. Est-ce qu'il y a vraiment des barrières à l'entrée? Est-ce que tout le monde peut être pris? Donc, Ok. moi j'ai bien apprécié ce format-là. Après, je pense que c'est subjectif, mais Donc c'est chose 4 comme- entretiens, par Ouais. contre ramassés sur un temps réduit en fait. Ouais, Donc, exactement. T'as vu plein de personnes, t'as fait plein de choses, t'as parlé, vous avez fait des exercices, Il y avait des trucs, tests, voilà, exactement. des tests, ok. Ok, Ok. top. Et alors toi, Moi, c'était Grégory? beaucoup plus classique. Moi, Ouais. c'était un coup de téléphone pour convenir d'un entretien d'embauche. Et ensuite, je suis venu à l'entretien et j'ai eu une réponse assez rapidement, moi. En quelques mois, l'espace de quelques jours, une semaine, j'ai eu la réponse positive de mon cabinet. C'était Ok. pas du tout. Je pense que c'est peut-être aussi la taille, parce que moi, je suis dans un plus petit je cabinet. pense en effet. Ouais. Je pense que c'est plus aussi la taille qui a fait que c'est peut-être plus rapide, en tout D'accord. cas dans les process. Et alors je vais croiser un peu vos parcours. Est-ce que toi, ça t'aurait plu d'avoir 4 entretiens la même journée ou c'est quelque chose que t'aurais compris? Et inversement, Elina, est-ce que toi, tu te serais vu proposer quelque chose? Est-ce que t'aurais pas trouvé ça précipité qu'on te dise, finalement, au bout d'un entretien ou 2 versus 4, ok, c'est bon, on te signe. Enfin, est-ce que t'aurais pas trouvé ça trop précipité, tu vois? Enfin, quels sont un peu vos sentiments si on croise un peu vos parcours? Moi, j'aurais compris pour un cabinet aussi gros qui est autant on va dire, de process de recrutement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de candidats et puis pour témoigner de la motivation. Donc
Je sais pas si c'est un exercice que j'aurais apprécié, mais bon, j'aurais compris. Je me suis, si c'était vraiment mon souhait d'entrer dans ce cabinet, comme c'était certainement le souhait d'Elina, je me serais plié et puis voilà quoi. Ok. Oui, enfin moi c'est exactement pareil. En l'occurrence, avoir qu'un seul entretien pour un cabinet d'une taille un peu plus moyenne, c'est pas étonnant. Enfin après on se dit que le temps a un coût et qu'on peut pas passer non plus des demi-journées pour tous les candidats. Donc c'est pas forcément un frein, mais c'est vrai qu'avoir quand même, enfin, en tout cas en alternance, j'entends un seul entretien, je trouve ça assez normal. Après quand on prend des profils plus seniors, je pense qu'il y aura forcément un peu plus qu'un entretien Ouais. parce que il y a plusieurs personnes qui doivent valider un profil, j'imagine. Ok. Non, mais c'était intéressant Ouais. de voir un peu, parce que finalement, vous avez deux parcours différents. Ouais. Vous avez eu deux process de recrutement différents, donc c'est hyper intéressant et hyper enrichissant de voir finalement à chacun son parcours et qu'il y a des plus et des moins, j'imagine aussi, dans les deux. Donc, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé des tests. C'est un peu un sujet tabou. C'est-à-dire dans les, je dirais, alors donc toi tu es dans une structure très grosse, donc mais dans les structures peut-être plus petites et moyennes, il y a beaucoup de confrères, de consoeurs avec qui je parle, puisque c'est des sujets moi qui m'intéressent beaucoup, la RH. Et très souvent, on entend dire ah ouais, mais si je propose des tests aux collaborateurs, ça va le faire fuir. S'il a le choix entre 5 cabinets et que il y en a 4 qui proposent pas de test et un qui propose un test, ben en fait ça va le faire fuir, il va pas venir. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Est-ce qu'on peut, comment dire, un peu tous se décrisper sur le sujet et de se dire, bah finalement, quand on recrute quelqu'un, alors plus le profil est junior, moins il y a besoin de tests, mais quand même, est-ce que pour vous, c'est quelque chose avec lequel il faut être à l'aise? Est-ce que vos amis, ça leur fait peur? Enfin voilà, je suis intéressé d'avoir votre retour là-dessus. En l'occurrence, j'ai eu des tests pour tous les entretiens que j'ai passés et en fait, je me suis faite à l'idée. Je me suis dit, dans tous les cas, il y a des tests et bon, évidemment, il y en a qui durent 2 heures et là, honnêtement, ça peut être un frein. Mais si ça dure 20 minutes, 30 minutes, bah de toute façon, je l'ai fait et puis si ça passe pas, ça passe pas, ça fait un premier tri et non, ça me dérange pas du tout. Et je trouve ça même plutôt normal, notamment en anglais, pour les cabinets internationaux. Typiquement, s'il y a un test d'anglais et qu'on n'y arrive pas, on se dit, bon, bah peut-être qu'il vaut mieux pas que j'y aille, tout simplement. Ouais, limite, c'est pas un cadeau d'y aller si en fait Ouais, t'as pas les exactement. capacités d'y aller. Ouais. Donc, Clairement. Et oui, sur les compétences techniques, par contre, là, je peux me poser des questions dans le sens où si on rentre junior, bah, on est là pour apprendre. Donc, c'est vrai. non, enfin, en tout cas, les tests, c'est pas forcément un frein en ce qui me concerne. Est-ce que tu penses que c'est pareil pour les autres ou c'est uniquement ton point de vue? Enfin, est-ce que tu en as discuté avec des camarades ou... Tous mes amis, mes collègues, on a tous eu plus ou moins quand même des tests. Donc, ça fait partie pour nous du process et c'est pas du tout choquant. Ok, Donc, je pense que ça dérange personne. Après, il y a cette notion de temps. ok, 2 heures, ça va être plus dérangeant que 30 minutes. ok. Donc, pour toi, pas de frein. Par contre, voilà, si on peut faire quelque chose d'assez, on va dire un peu chronométré et qui tienne, on va dire dans une demi-heure, on dirait, enfin, d'après Ouais, ce que tu viens de je dire, pense. c'est le bon timing pour toi. Pour Ok. moi, oui. Ok, merci pour ce témoignage. Et toi, Grégory, qu'est-ce que t'en penses? Moi, Est-ce que t'en as eu déjà, toi moi, j'ai pas eu de test. Voilà, Parce que ok. moi, comme j'ai commencé en alternance, donc Ouais. en apprentissage, Ouais, et j'ai vraiment commencé de zéro. ok. Moi, la comptabilité, quand je Ok. suis arrivé, vraiment, mon cabinet, ils ont vraiment parié sur moi. Je connaissais absolument rien, donc c'est ce qu'ils m'ont dit après coup. Ils faisaient des tests, mais pour mon cas personnel, c'était pas très, on va Applicable. dire. Voilà, c'est ça, parce que de toute façon, j'aurais pas réussi les tests vu que je débutais. J'ai des collègues qui ont passé des tests. Ça a été beaucoup plus rapide, on va dire. C'était pas des tests de 2 heures, voilà. C'était des tests une demi-heure, 3/4 d'heure sur voilà, un aspect vraiment purement technique de la comptabilité pour s'assurer que le candidat il n'avait pas, on va dire, menti sur ses compétences ou que ce soit même en adéquation à ce que recherche le cabinet, on va dire. Ok. Mais en soi, ça me choque pas, surtout dans des structures peut-être plus grosses, ou comme Elina l'a dit, par exemple, pour voilà, l'anglais, effectivement, si on postule à un poste avec qui aura des échanges, on va dire, internationaux, si on parle pas couramment anglais, ça va être très compliqué. Non, mais Donc c'est clair. là, là, je comprendrais totalement, on va dire. Ok. Ok, hyper clair. Merci pour vos témoignages sur ce sujet-là. Est-ce que vous vouliez témoigner sur d'autres sujets, sur toute la partie recrutement? Est-ce qu'il y a des choses... vous êtes passé sur des... Vous avez postulé en ligne? Vous avez postulé... Comment vous avez postulé? On pourrait peut-être parler des modalités.
Comment ça s'est fait finalement? Moi, c'était principalement en ligne donc j'ai sur différents canaux, que ce soit LinkedIn, des sites d'annonces, sur les sites des entreprises directement, mais principalement en ligne. J'ai pas passé de coups de téléphone. C'était vraiment, voilà, en général, toutes les entreprises maintenant, elles ont un onglet recrutement avec, voilà, pour joindre son CV, sa lettre de motivation, pour ensuite espérer un entretien d'embauche. Ok, très bien. Et toi, Elina? Exactement pareil, mais j'ajoute quand même dans les universités, quand ils viennent, quand les entreprises viennent. Ouais, des portes ouvertes, des journées portes ouvertes, des journées dédiées au recrutement, ouais. Les journées dédiées au recrutement dans les universités. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est là où j'ai pu parler avec les collaborateurs de Mazars, de Société Générale. En fait, c'est des personnes qui étaient anciennement à Dauphine, qui viennent dans des forums. Okay. Voilà, c'est les forums universitaires. Ouais. Et là, on parle vraiment sans aucun filtre, avec des personnes qui sont là depuis 1 an dans la boîte, donc qui sont pour nous encore étudiants, qui sont limite des amis, et ils nous disent vraiment exactement ce qu'ils pensent de la boîte, et les plus, les moins, et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Ok, hyper clair ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a des anecdotes un peu cocasses que vous avez à nous raconter sur les entretiens, un moment, où il y a eu de l'émotion, ou un moment où il y a eu une crainte, ou un moment où il y a eu quelque chose de comique. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager ou pas sur des entretiens que vous avez passés? Elina? Moi, c'est pas vraiment comique, mais il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup affectée dans mon processus, c'est les entreprises qui prennent 2 mois à répondre. Ça, c'est un vrai frein pour moi. Okay. Honnêtement, j'aurais pu y aller. J'avais pas très envie de rentrer dans un cabinet, par exemple. Et une réponse 2 mois après, évidemment que j'ai répondu à d'autres annonces il y a maintenant peut-être 4 semaines, quoi. Okay. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que il faut faire très attention. Répondre quand même assez rapidement, parce qu'en général, le premier arrivé, plus ou moins, est servi. Ou en tout cas, on va dire peut-être les 2-3, parce que j'imagine... Oui, voilà. Ok, ça marche. Donc, hyper intéressant. Et toi, Grégory, des anecdotes Moi, mon entretien, j'étais extrêmement stressé. Et vraiment très, très, très stressé, parce que j'avais du mal à trouver. Quand on a un profil où on commence la comptabilité, souvent, on veut pas souvent nous ouvrir la porte. Donc, j'étais extrêmement stressé. Je sais que j'ai fait des boulettes, ces fois, sur des réponses... on me posait des questions sur la comptabilité, j'ai un peu répondu à côté de la plaque. Bon, ça n'a pas été un frein, parce que de toute façon, la personne, elle savait que j'avais pas fait de comptabilité. Parce que t'as perdu tes moyens, ou parce que t'avais pas la connaissance? Alors, les deux, en fait, j'avais essayé un petit peu quand même avant mon entretien d'apprendre un petit peu les bases, me renseigner. Sauf que de stress, j'étais un peu pris de stress, j'ai un peu perdu mes moyens, j'ai fait 2-3 boulettes, on va dire. Ça n'a pas été un frein, parce qu'ils ont fini par me recruter. De toute manière, c'était pas... Après coup, la personne qui est devenue ma collègue m'a dit de toute manière, c'était pas l'objectif de l'entretien. Ils étaient totalement au courant que j'étais novice dans la profession. Donc ça n'a pas été un frein, quoi. Ok, ça marche. Et moi, je vais peut-être vous partager aussi 2-3 expériences en tant qu'employeur. J'ai fait passer beaucoup d'entretiens. Les 2-3 trucs assez marrants que j'ai pu voir, c'est des gens qui arrivent en costume cravate, vouvoiement partout, puis d'un coup moi je dis écoute, je suis en jean, on va se tutoyer, j'essaie de créer un peu de proximité, et puis finalement d'être naturel comme on est dans la boîte. Et puis du coup la personne qui me dit alors j'enlève la cravate, je tombe la veste. Ok, je dis ok. Et puis là la personne commence carrément à me parler de manière comme si j'étais son copain, en fait. Familière, ouais. Voilà. Et donc du coup j'avoue, en tant qu'employeur, en fait je trouve qu'il faut trouver le bon équilibre. Ouais. En fait, casser certaines barrières comme la cravate ou le costume, ça veut pas dire avoir une discussion entre buddies, entre copains. Enfin, c'est pas du tout le truc. Et parfois, en fait, il y en a, je pense aussi pris un peu par le stress, ils vont passer du tout au tout, en fait, du hop à truc machin. Enfin voilà. Donc c'est voilà. Puis après, j'ai eu des trucs aussi pendant le Covid ou post-Covid, des entretiens où je demande à la personne de mettre la caméra, et puis la personne elle est au fond de son jardin, les 2 pieds sur la table, en débardeur. Donc, c'est sûr que ça, en général, c'est sûr. Je pense que ça sert à rien de le dire, mais je le dis quand même. En général, ça part mal. Voilà. Mais c'est compréhensible. Je viens de croire. Voilà. Ok, donc. On a parlé de tout ce qui était recrutement. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, ça va être, je pense que ça va vous intéresser aussi, c'est témoigner un peu sur la partie onboarding. Donc, tout le process à partir du jour 1.
Donc moi, ce que j'aimerais bien que vous me disiez, c'est comment se sont passés vos onboarding dans vos structures, dans vos cabinets. Et puis, avec votre expérience, aussi petite soit-elle, parce que vous êtes encore jeune, finalement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous attendiez, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien, mais ça va aussi aider tout le monde à bien bosser et à s'améliorer. Moi, je suis curieux d'avoir votre retour là-dessus. Ou qu'est-ce que dans un monde idéal vous attendriez ? Je pense que ça rejoint un petit peu le sujet de l'entretien quand on arrive. Enfin, j'ai envie de comprendre que voilà, on sait que j'arrive ce jour-là, que mon matériel est prêt. Après, j'ai pas forcément d'attente précise, si ce n'est de savoir que on sait que j'arrive, que mes collègues, voilà, le matin, quand je dis à l'accueil que j'arrive, j'attende pas 20 minutes, par exemple. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais j'ai pas forcément d'attente plus que ça. Ok. Et peut-être des choses que tu as vues que tu voudrais plus voir, ou tu vois, ou des choses dont tu as entendu parler, je sais pas. Vraiment attendre 20 minutes à l'accueil parce que la tutrice a oublié que t'arrivais. qu'on arrivait, parce que ça fait 3 mois qu'on a passé l'entretien. Ah, c'est vrai qu'il y a une alternante peut-être qui arrive. Mais je pense que c'est des choses quand même qui arrivent peu. Et oui, le matériel, il y a quand même une mise en place qui peut être longue, notamment quand on a des logiciels avec des comptes à créer, etc., qui peuvent être un peu bloquants. Voilà. Ouais. Mais je pense que depuis le Covid, quand même, ça s'est amélioré parce que on est beaucoup plus digitaux sur beaucoup de sujets. Tout à fait. Mais pas forcément d'attente, besoin d'avoir un séminaire au bout de 3 jours. Je pense que les choses viendront quand elles viendront, mais non, pas plus que ça. Ok, donc moi je dirais, pour résumer un peu ton propos, de la politesse. Oui, exactement. Un peu d'intérêt pour ton arrivée. Ok, et toi Grégory ? Ouais, je rejoins c'est le point d'Elina aussi. Juste du respect, qu'on sache qu'on arrive ce jour-là, que, comme elle a dit Elina, on arrive... Ah, mais vous êtes qui ? Je suis nouveau, je commence aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu... moi, ça me rajouterait en plus un peu de stress en plus. Mais moi, j'ai été bien accueilli dans ma structure. Ils nous ont fait venir d'abord une demi-journée pour nous expliquer. On nous a formés, vu que moi, j'ai commencé avec les bases. On nous a expliqué les bases. Et on avait un chef de mission attitré pour nous former au début. Donc moi, j'ai été très bien accueilli. Et après, j'ai pas spécialement d'attente non plus, si ce n'est simplement que du respect, bonne entente dès le début avec les collègues et tout, pour que tout se passe bien au final. D'accord. Alors, nous, chez Impulsa, alors c'est pas pour parler d'Impulsa, mais ça me paraît important, moi ce que je dis toujours, c'est présenter les personnes qui arrivent. Je sais pas si c'est un truc qu'on vous a fait, c'est-à-dire faire le tour du bureau, dire c'est Elina, elle arrive, c'est Grégory, il arrive, expliquer un peu votre parcours, vous laissez rencontrer les gens, qu'il y ait une poignée de main ou juste un bonjour. Est-ce que ça, vous pensez que c'est un indispensable, c'est bien, quel est un peu votre retour là-dessus ? En l'occurrence, je pense qu'à Mazars, ça serait pas forcément faisable. Ouais. Non, mais dans ton service, tu vois, tu es peut-être dans un service de... après, l'audit financier, c'est vraiment... D'accord, ok. C'est un métier, donc je saurais pas te dire combien on est, mais je pense que ça serait pas forcément applicable. Néanmoins, je pense au fait qu'on a tous un parrain. Et le premier jour, quand on arrive, on a leur nom. Et moi, j'ai tout de suite écrit un mail à cette personne. Comme ça, on a pu prendre un café. Et ça fait un point d'accroche, une personne à qui on peut parler... au-delà des personnes qui arrivent en même temps que nous, on a un petit groupe de collègues qui se crée, mais en fait on est tous nouveaux, donc on connaît tous pas les process. Donc on a un parrain, une marraine qui a environ 4 ou 5 ans d'expérience, à laquelle on peut se rapprocher. Et là c'est quand même très agréable d'avoir ce point d'accroche dans l'entreprise. Et tu as eu un petit déj ou un déjeuner des nouveaux, ou quelque chose, tu vois, un event ou une formation des nouveaux entrants, tu as eu quelque chose comme ça Oui, alors du coup en fait quand je suis arrivée, après c'est toujours pareil, c'est le gros cabinet, donc quand on arrive, je pense qu'on est honnêtement peut-être 600 arrivés en même temps. Ouais. Donc on a des groupes de formation où là on fait tous un petit peu connaissance, on se présente, on dit d'où on vient, classique. Donc là, il y a un petit peu des relations qui se créent. On nous dit, la cantine, ce sera à cette heure-là, et puis on y va avec nos camarades, mais il n'y a pas vraiment... En fait, les formations, on est quand même extrêmement nombreux. C'est un moment où on peut se rencontrer, suivra le séminaire, où là, on fera quand même beaucoup plus connaissance et où il y aura des personnes qui auront plus d'expérience, qui seront présentes. Mais je pense que c'est plus compliqué dans des grosses structures comme ça de pouvoir faire des petits déj, etc. Mais c'est pas quelque chose qui m'a dérangée.
Après, je pense qu'il y a forcément des choses à faire. Mais voilà. Et t'es resté proche des gens avec qui t'es rentré Ouais, en même temps? Aujourd'hui, c'est vraiment une des choses qui font que j'adore ce que je fais. C'est les personnes avec qui je partage mon quotidien, qui sont au même grade que moi. Enfin, il n'y a vraiment pas d'histoire de management, etc. On est tous au même grade et on se soutient, on s'aide, etc. Donc ce côté, on est tous arrivés ensemble, ça crée une espèce de team. On parle de promotion en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment la poursuite des études classiques. D'accord, ok. Bon bah super. Ok. Tu voulais témoigner toi de Moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit Grégoire. Moi si j'arrive dans un cabinet qu'on me présente telle personne, toute l'équipe, je me sentirais tout de suite inclus en fait dans l'entreprise et ça m'aiderait déjà à moins stresser, ensuite à me sentir tout de suite intégré et considéré en fait dans l'entreprise. Moi c'est quelque chose à laquelle je suis assez réceptif. Ouais. Ok, mais c'est vraiment hyper intéressant parce que vous avez eu deux parcours différents dans des structures de taille différentes. Donc c'est voilà, toi peut-être un côté plus familial, toi un côté plus grande boîte, mais finalement tu retrouves ce côté familial avec ta promo entre guillemets. Donc c'est hyper intéressant. Ok. Alors sur le processus d'onboarding, aujourd'hui on est dans des métiers hyper digitalisés, de plus en plus digitalisés. Alors c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais par contre peut y avoir des effets collatéraux. Je vais m'expliquer. Sur la partie onboarding, est-ce qu'on vous a présenté les outils que vous alliez utiliser? Est-ce qu'on vous a formé aux outils que vous alliez utiliser? Est-ce que c'est quelque chose qui a pris du temps? Est-ce que vous êtes retrouvé face à une masse d'outils et vous avez dit voilà, comment je vais faire pour gérer tout ça? Enfin, comment la partie onboarding outils métier, elle a été appréhendée par vos employeurs respectifs? Alors moi, ça a commencé directement à l'arrivée, pendant les formations. On nous a présenté dans un premier temps les outils avec un petit peu les indispensables, valider nos feuilles de temps à la fin de chaque semaine, comment on recharge notre carte de cantine, vraiment des choses classiques. Et après, il y a eu les formations techniques. Mais je me suis pas forcément sentie noyée et je pense qu'il y a encore une fois cet effet de toute façon on est 600 donc donc on va tous y arriver et s'il y a un problème on a tous plus ou moins quelqu'un qui a entendu l'info et qui l'a comprise et la marraine moi que j'ai eue m'a énormément guidée, enfin vraiment dès que j'avais une question même bête elle était à l'écoute et j'ai pu beaucoup m'appuyer dessus et ça m'a énormément plu. Ok, top. Et toi alors comment ça s'est passé de ton côté côté sur la partie outils? Vraiment step by step, on nous a présenté d'abord le logiciel comptable, on s'est familiarisé avec le logiciel, ensuite on nous a présenté d'autres API qui pouvaient être de la récupération pour les relevés bancaires. Enfin, vraiment, nous, en tout cas chez nous, ça a été pas à pas. On nous a montré petit à petit et au final ça s'est assez bien passé parce que on nous a présenté un logiciel, on nous a laissé se familiariser avec, le maîtriser un petit peu, puis on nous en présenté un deuxième, puis ainsi de suite en fait, pour au final maîtriser l'entièreté des logiciels. Et ça a été, pour moi en tout cas, ça a été une bonne façon de faire. Ouais, ça a bien marché en tout cas avec moi. Donc là-dessus, ouais, c'était ok. Ok, donc pas mal d'outils, mais finalement une prise en main dans le temps. Qui toi t'a permis petit à petit, step by step, si je reprends tes mots, de te faire finalement à ton environnement informatique. Et puis comme Elina, chez nous, voilà, dès qu'on avait la moindre question, il n'y a pas de question bête en fait. Donc on posait une question, il y avait toujours quelqu'un pour nous répondre, même si c'était pas forcément notre chef de mission, il y avait un autre chef de mission à côté qui avait la réponse. Enfin moi personnellement c'est comme ça que ça se passe, c'est assez comme c'est plus petite structure, c'est plus familial, donc on s'entraide de tous. Et c'est comme ça en fait qu'on fonctionne. Merci beaucoup pour vos témoignages sur les sujets onboarding. Il y a peut-être une question de fond que j'aurais peut-être dû poser en premier, qui est en fait, qu'est-ce qui a fait finalement que vous êtes tourné vers le monde de la comptabilité, parce que c'est un gros sujet de la profession, l'attractivité. Alors je dirais la comptabilité et tous les métiers connexes, parce que finalement de l'expertise comptable, je dirais à toute la partie transaction services et autres. Enfin, il y a énormément de métiers et puis j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres podcasts. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la voie que vous avez choisie aujourd'hui? Donc l'audit pour toi, l'audit financier, l'expertise comptable pour toi, Grégory. Enfin voilà, si vous pouvez m'en parler un peu. Alors moi, du coup, j'ai fait un DUT dans un premier temps, GEA, dans lequel il y avait énormément de comptabilité, où mes professeurs ont été superbes, qui m'ont fait tout de suite adorer la comptabilité. Enfin, j'ai accroché au système comptable.
Et j'ai eu l'occasion de participer à un programme qui s'appelait Créa IUT, où on lançait, en fait, on aidait des entrepreneurs à lancer leur activité. Et on était accompagnés par des experts comptables qui nous aidaient à faire les business plans. On préparait des slides, par exemple, à destination des banques, etc. Et à l'occasion de ces échanges, justement, avec les experts comptables, je me suis dit, mais c'est un métier qui est super intéressant. On interagit avec plein de personnes. On aide des entrepreneurs dans des projets auxquels ils croient plus que tout. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, en fait, je pense que j'ai envie de faire exactement ce qu'ils font, ces gens-là. Et je me suis renseignée donc, sur la voie à suivre, etc. Je suis rentrée ensuite en master CCA. Et j'ai dû choisir une alternance. Là, ça a été, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les autres ont fait avant moi? Les fameux forums qu'il y avait à Dauphine, etc. Et les échanges avec plein d'étudiants qui m'ont dit, tout le monde dit que l'audit, c'est une très bonne école, tant au niveau de la comptabilité qu'au niveau du fonctionnement des entreprises, parce qu'on a l'occasion d'avoir plusieurs missions, donc ça nous permet de faire le tour de pas mal de sujets. Et je me suis dit, c'est l'occasion, je vais essayer pendant mon apprentissage, parce que dans tous les cas, ça m'engage entre guillemets à rien, parce que si ça me plaît pas, de toute façon, ce sera pas pour toute la vie, dans le sens où c'est pas un CDI. Et il s'avère que ça m'a beaucoup plu, donc t'as continué. Voilà où je suis aujourd'hui. Ok, super. Merci beaucoup pour ce partage. Grégory, alors toi, comment ça s'est fait? Moi, c'était un parcours un peu différent, parce que moi, après le bac, j'ai pas du tout fait de la comptabilité tout de suite. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait d'abord une école de commerce. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de marketing, de communication. C'est pas du tout ce que j'aime. Et en fait, j'avais des cours, on va dire, introductifs justement à tout ce qui est finance, comptabilité. Et ces cours-là, j'adorais. Vraiment, j'adorais aller en cours. C'était des cours, vraiment, j'aimais ce que je faisais, quoi. Donc, j'ai décidé de me réorienter. Je me suis intéressé au métier, comme j'adorais mes cours. Je me suis dit, il y a certainement plein de formations à faire dans ce secteur d'activité. Je me suis renseigné, le DCG, donc je me suis dit, pourquoi pas, allez, je me lance. Et au final, je regrette pas du tout mon choix. Parce que pour moi, la comptabilité, c'est quelque chose de très concret. Moi, je suis quelqu'un qui suis beaucoup plus réceptif à tout ce qui est bien plus concret. La fiscalité, en plus, ça nous touche dans la vie de tous les jours. Par exemple, la fiscalité, on paye tous nos impôts sur le revenu. Enfin, c'est quelque chose de vraiment concret. C'est pas comme j'avais la communication. C'est beaucoup de prévisions. C'est des choses auxquelles je suis moins réceptif, moi. Ok. Ouais. Ok, donc ce côté concret. Et alors, comment vous expliquez avec votre vision de jeunes collaborateurs ce manque d'attractivité dont la profession souffre, en fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et je pense que la vérité, elle vient de vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que vos petits frères, vos petites sœurs, tous les jeunes qui ont 5, 10 ans de moins que vous suivent à un moment votre parcours? Comment on va faire pour renouveler tout ça, sachant qu'aujourd'hui la démographie est négative? C'est-à-dire on n'a pas assez de gens qui veulent venir travailler dans la compta. Donc comment on peut rendre ça, comment on peut créer cette envie? Quelle est votre vision? Moi, je pense que c'est l'image du métier qui est peut-être un peu négatif. T'aimes pas le marketing, mais tu vois, Ouais. Voilà. C'est vrai, mais moi, par exemple, pour mon cas personnel, avant de commencer la comptabilité, j'avais vraiment ce cliché du comptable, voilà, costume, cravate. On va calculette. Exactement, dans le bureau, pas un bruit, on entend les mouches voler toute la journée, la tête dans l'ordinateur. Alors qu'au final, quand je suis arrivé, ça n'avait rien à voir. Il y avait une bonne ambiance. Personne n'est en costume cravate à part pour les rendez-vous professionnels. C'est beaucoup plus. C'était vraiment un cliché, je pense, et que beaucoup ont. Moi, je sais pas toi, Elina, mais quand je dis que je suis comptable, tout de suite c'est oh, t'es comptable, c'est barbant, c'est. Ah ouais. Donc, je pense que c'est vraiment cette image-là qui est pas attrayante du métier, alors qu'au final, pas du tout. Même Elina, je pense chez Mazars, ça se passe pas du tout comme ça. Et je pense que c'est jouer sur cette image. En tout cas, essayer de changer l'image du métier qui pourrait, je pense, rendre plus attractive la profession. Oui. Ok. Et par quel vecteur tu penses qu'on pourrait faire ça? C'est-à-dire plutôt au niveau de la formation, plus dans les universités? Tu vois, parce que toi, tu parlais d'un truc hyper intéressant. Finalement, cette vocation, elle a été, tu l'as eue par des profs qui ont rendu le truc intéressant. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, au travers de leur expérience ou de leur passion pour la matière, t'ont transmis
tu vois, leur passion, ou en tout cas leur expertise, un truc qui t'ont donné envie. Donc ça, je trouve c'est magique. Mais au-delà de ça, enfin, est-ce qu'il y aurait d'autres vecteurs que ça? Comment on peut faire, quoi? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de transmission. Enfin, moi, j'écoute beaucoup aussi des podcasts, notamment le Guide des chiffres. Où Coucou Nicolas. Entendu parler de toi pour la première fois, Grégoire. Mais en fait, je pense que c'est ce genre de vecteur qui permet en fait vraiment de donner une image réelle de la profession, qui montre que voilà, c'est très intéressant, qu'il y a un panel de sujets qui est hyper varié, qu'on peut autant faire de la fiscalité. Enfin, moi, je suis passionnée de fiscalité, j'adore ça, grâce à mes profs, encore une fois. Il n'y a pas de honte, c'est bien de le dire. Enfin, il y a vraiment énormément de sujets et je pense qu'en effet, il faut aller au-delà en fait du préjugé et chercher à s'intéresser. Je pense que c'est vraiment une question de génération, parce qu'il y a un moment donné où voilà, le marketing était peut-être une profession hyper attractive parce qu'on se disait qu'on s'éclatait, qu'on pouvait faire parler notre créativité, etc. Après, on est plus ou moins créatif, c'est ce qu'on a pu voir. Mais la comptabilité, l'expertise comptable, l'audit, t'as dit que ça pouvait aller jusqu'aux transactions services, etc. C'est quelque chose qui est peut-être pas assez connu vraiment au niveau profond, je veux dire, des compétences qu'on peut mobiliser. Et ce genre d'émissions comme le Geek des chiffres, tous les posts LinkedIn que je vois passer parce que je pense que je suis visée. Mais je pense que c'est ça qui va permettre aussi d'attirer plus de personnes. Ok. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus, ouais. Parce que c'est vrai que souvent les canaux avant, on va dire, classiques, sont pas très à la page, quoi. Tout ce qui est sur LinkedIn, voilà, c'est très, très... Enfin, sur tout ce qui est réseaux sociaux, de toute façon, je pense que nous, jeune génération, on est très, très branchés réseaux sociaux et qu'on fonctionne beaucoup avec. Donc forcément, ça va beaucoup plus nous parler, tout ce qui est là-dessus. Donc jouer là-dessus, ça peut être un bon point, je pense, pour changer cette dynamique. Ok. Donc... Pardon. Je pense aussi au fait que, du coup, moi, c'est vraiment des personnes aussi qui m'ont... Je me suis reconnue plus ou moins dans des personnes et ça m'a motivée. Je me suis dit, mais en fait, leur quotidien a l'air incroyable. Elles ont l'air vraiment d'être motivées par ce qu'elles font et c'est ce que j'ai envie de ressentir moi aussi. Donc moi, depuis que je suis à Mazars, je vais chaque année dans mon DUT présenter ce que je fais aux étudiants et je suis super contente de recevoir ensuite des messages et de voir que, en effet, ça peut résonner chez d'autres personnes. Mais il faut avoir en fait un moment où quelqu'un nous parle de sa profession et pas seulement rester sur les préjugés. Et ça peut être plus compliqué justement. Donner ce qu'on a reçu au final. Exactement. Ok, super. J'espère que à notre petit niveau aujourd'hui avec ce podcast, on va aussi susciter des envies et enfin en tout cas c'est mon souhait le plus profond et je pense le vôtre aussi au travers de ce que vous venez de dire. Ok, merci beaucoup pour vos témoignages sur le pourquoi finalement vous en êtes venu à venir dans la profession et surtout ce sur quoi on doit bosser pour la rendre plus attractive. Mais je pense que la route est longue, mais je pense que on est au début et je pense qu'on progresse. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se créer. Donc on a parlé du recrutement, on a parlé de l'onboarding. Maintenant, je voudrais parler de l'expérience collaborateur. Donc ça y est, j'ai signé mon contrat, je suis un jeune collaborateur, je suis arrivé dans ma structure. Qu'est-ce qui va faire que je vais être fidèle à mon employeur, que je vais avoir envie de rester, que je vais être épanoui? Donc je voudrais aborder absolument cette thématique-là avec vous. Et la première thématique qui me vient à l'esprit, qu'on retrouve beaucoup, nous on fait pas mal de comment on appelle ça, de baromètres RH, où finalement on interviewe nos collaborateurs de manière anonyme pour comprendre comment ils vivent l'expérience collaborateur. Alors on fait ça plusieurs fois dans l'année, parce que on a un métier encore un peu saisonnier, donc il y a des mois où il faut pas trop poser la question. mais c'est toujours hyper intéressant de comprendre finalement là-dessus quelles sont vos attentes. Et un des thèmes qui revient le plus souvent, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, qui est un vrai sujet. Les générations Y, Z, on en parle partout. Donc très curieux et très preneur de vos retours sur ce sujet, équilibre vie pro, vie perso. Et on va changer un peu, Grégory, je veux bien que tu commences par nous donner ton point de vue. Ça, c'est l'équilibre, on va dire, vie pro, vie perso. C'est quelque chose auquel, quand j'étais plus jeune, enfin, par exemple, quand je faisais mon école de commerce, auquel j'accordais pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que je travaillais tout le temps. À côté de ça, j'avais un petit boulot pour payer les études.
Au final, tout ce qui m'intéressait, c'était voilà, faire mes études et c'était pas très grave. C'est vrai que maintenant, après quelques années, cet équilibre, j'ai revu un peu on va dire mes opinions. C'est vrai que c'est beaucoup plus important, je pense, même d'un point de vue professionnel. Parce que je me rends compte personnellement qu'en ayant un meilleur équilibre, au final, dans mon côté professionnel, je suis meilleur, on va dire. Parce que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes baskets, je me sens bien. Je sais que j'ai ma vie en dehors du travail et j'ai ma vie au travail. Et au final, j'arrive à combiner les deux de manière optimale. Et je suis performant dans les deux. Donc c'est vrai que c'est un point sur lequel où peut-être Elina aussi elle pourrait avoir un point de vue différent vu qu'elle est dans un gros cabinet. Souvent c'est des structures où on peut être amené à faire beaucoup plus d'heures ou des charges de travail bien plus conséquentes. Mais enfin moi c'est vrai que c'est quelque chose auquel maintenant j'accorde de l'importance. Ouais. Et qu'est-ce qui... quel est un peu ton idéal en termes, tu vois, d'heures de travail? Enfin, est-ce que t'as des schémas tout faits dans la tête? Tu te dis, bah moi je bosse 40 heures, si je bosse bien 40 heures, c'est bien. Enfin, tu fais du sport à côté, t'aimerais bien avoir des demi-journées. Enfin, tu vois, vraiment, un peu, essaye de nous dire un peu quel serait toi ton schéma idéal ou... Je n'ai pas d'idéal, simplement, voilà, si je peux avoir combiné en fait ma vie perso et avec ma vie professionnelle. Donc moi, par exemple, j'aime bien aller faire du sport régulièrement. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de quitter trop tard le travail parce qu'après sinon s'il faut aller au sport tard, ensuite on rentre, on a d'autres responsabilités personnelles, ça devient compliqué à combiner. Donc c'est vrai que moi personnellement j'aime bien commencer tôt, ça me dérange pas du tout, au contraire moi je préfère, voilà, ça me dérange pas de venir à 7h30 ou 8h au travail, c'est pas un problème. Si le soir je sais que je peux sortir à une heure convenable et pas avoir besoin de voilà, prolonger jusqu'à 20h, 21h. Une heure convenable, c'est quoi pour toi? Une heure convenable. On se dit les choses, hein, y a pas de... moi j'aime bien voilà, aux alentours de 18h maximum, pouvoir partir comme ça me laisse le temps voilà, de pouvoir rentrer chez moi si je veux aller au sport, même si pas forcément d'activité ensuite, simplement on rentre pas très tard. Pour pouvoir faire ce qu'on a aussi à faire dans notre vie personnelle. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, quand tu organises ta journée comme ça, avec le sport après, tu prends des pauses déjeuner, tu t'essayes de speeder pour te préserver justement pour le soir, pour aller faire ton sport, ou tu vois comment ça dépend des jours. Enfin, Non, bah moi j'ai ma petite routine, j'arrive tous les jours à 8h, 8h30. Ça me permet comme ça de pouvoir partir à 17h30, 18h maximum. On a tous une heure de pause déjeuner, nous, dans mon cabinet. Et en soi, on la prend tous, parce qu'on aime bien aussi, c'est un peu notre moment pour se regrouper. Ensemble. C'est ça, ouais. Où on déconnecte un petit peu du travail, puis on discute un peu plus perso, c'est un peu plus familial, on va dire. Et au final, je pense même on a besoin un petit peu aussi de cette petite pause au milieu de la journée pour, bien sûr. pour voilà, se changer les idées, et comme ça, on repart dans l'après-midi en meilleure forme. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de ton employeur justement par rapport à ça? C'est ok Grégory, je comprends, tu veux aller faire ton sport, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu attends quelque chose? Tu vois, comment est-ce qu'il doit te donner un message pour te dire mais ok, il n'y a pas de problème? Est-ce que tout ça c'est en fait on sait mais on le dit pas? Enfin, comment tu perçois ça en fait? Est-ce que tu as une attente particulière de ton employeur là-dessus? Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez autonome. Donc j'aime bien que mon employeur, par exemple, me fasse confiance là-dessus. Je pense qu'en tant que collaborateur, on sait ce qu'on a à faire. Le travail doit être fait, ça, il y a aucun problème. Et après, j'aime bien pouvoir organiser un petit peu ma journée. Comme tu le souhaites. C'est ça, oui, exactement. Donc Oui. pas besoin d'en parler, en fait. Non, Enfin, c'est pas ça, un truc oui. pour toi, ça se fait naturellement. Exactement. Au final, chez nous, c'est voilà, on a quand même des horaires sur lesquels voilà, on doit arriver entre telle heure et telle heure. Après, il y en a qui arrivent plus tôt, il y en a qui arrivent plus tard, en fonction des situations familiales de chacun. C'est vrai on nous laisse assez un peu articuler notre journée comme on l'entend. Ok. Et c'est vrai que c'est beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Ok, donc des objectifs clairs à la base. C'est ça. Et par contre, toi, t'organises ton temps, même en tant que junior, t'organises ton temps, j'ai envie de dire, de C'est manière ça. autonome, en reportant à tes responsables. Exactement. Mais t'as pas ouais. besoin qu'on te dise, ok, tu peux aller faire ci, tu peux aller faire ça. Non, voilà, c'est ça exactement. Ça se ouais. fait naturellement. Exactement. Ok. Et alors toi, Elina, raconte-nous un peu quelle est un peu ta vision sur l'équilibre vie pro, vie perso. Comment tu vois les choses. Demain, dans un monde idéal, comment t'aimerais organiser justement cet équilibre-là?
Je rejoins Grégory sur énormément de choses. Le fait de pouvoir articuler un petit peu sa journée comme on le souhaite. Enfin, j'aime aussi arriver plus tôt au travail pour Déjà, j'aime bien le fait que le matin, il y a moins de monde aussi. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est calme, je fais mon truc toute seule et voilà. Enfin, je commence la journée un petit peu plus tôt et ça, j'apprécie beaucoup. J'ai aussi l'occasion de faire du télétravail et ça, c'est aussi très pratique pour s'organiser. Typiquement, le vendredi, énormément de personnes font du télétravail. La cantine est vide si on va à la tour. Et moi, ça me permet de m'avancer sur mon week-end dans le sens où je vais en profiter, par exemple, pour faire le ménage, faire mes lessives, etc. Et ça, c'est un confort qui est quand même appréciable parce que quand on est en week-end, on est vraiment en week-end après ça. Après, au niveau des horaires, c'est le même sujet. Le but, c'est quand même de réussir à avoir une vie perso à côté de la vie professionnelle parce que, comme tu le dis, si on n'arrive pas à avoir ce côté perso, le côté pro va également mal aller. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est super important et j'ai la chance d'être entourée d'équipes compréhensives. Ouais, exactement. Si j'ai un rendez-vous médical, il n'y a absolument aucun problème pour que j'y aille. Le but, c'est que j'ai une to-do, je fais ma to-do et voilà. Et dans ton cas, ça s'est fait aussi naturellement, cet équilibre-là, ou t'as vu que c'était en place chez certaines et certains, et du coup t'as fait pareil, ou tu vois, ou comment t'as eu une sorte d'adoubement aussi de la part de tes pairs ou de tes supérieurs, enfin tu vois comment ça s'est fait ce truc-là? Bah, du coup, quand je suis arrivée à Mazars, moi, j'avais un planning en fonction de mes missions. Ouais. Et donc, en fait, à chaque fois que j'avais des missions, il y avait un fonctionnement qui était plus ou moins différent parce que, je sais pas, par exemple, on va être chez le client et le client, il veut qu'on soit là de 8h à 19h. Enfin, c'est plus ou moins ça. Et on a également des moments où il faut reporter vraiment pour ce soir. Et puis, si c'est pas fini, on doit le faire dans tous les cas. Donc, il y a des périodes de rush. Enfin, comme tu as pu en parler avec le moment d'interroger les personnes sur le baromètre RH. Mais globalement, après quelques temps, on se rend compte des moments où il y aura du rush et des moments où il y en aura le moins pour équilibrer mieux les deux et s'organiser au mieux, tant au niveau pro que perso. D'accord. Et du coup, je vais essayer d'apporter ma vision d'employeur aussi. Du coup, cette flexibilité que vous avez de votre côté, vous acceptez aussi parce que je pense aussi qu'il faut décrisper mes consoeurs, mes confrères là-dessus. C'est-à-dire, là où vous avez de la flex pour faire du sport, pour avoir vos activités, comme tu disais, faire ton ménage le vendredi, etc., vous acceptez finalement que votre employeur vous dise écoute, là ce soir on a un coup de bourre, faut qu'on se serre tous les coudes et qu'on bosse. On est d'accord que ça, c'est quelque chose que vous pouvez entendre? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que parfois, tu sais, tu parles avec des confrères, ils disent non, mais maintenant on peut plus rien dire, je peux pas demander aux jeunes de travailler tard ou travailler un peu plus, c'est pas nécessairement hyper tard, mais voilà, on décrispe un peu le débat. Vous, c'est quelque chose qui vous paraît normal, c'est un peu donnant entre guillemets. Faut que la flex, elle marche des deux côtés. Ouais. Exactement. Je pense que c'est un échange où à un moment donné, s'il y a besoin de plus de rester plus longtemps parce qu'il y a des dossiers à sortir et faut que ça sorte maintenant, et que plus tard, quand la période se calme un petit peu, ça nous est rendu aussi avec cette flexibilité dans l'emploi du temps. Enfin, moi, je le comprends totalement. Enfin, on peut le voir en période fiscale. Voilà, les dossiers, il faut qu'ils sortent. On peut être amené à travailler un petit peu plus tard si besoin. Et après, dans une période un peu plus creuse, ça nous est rendu avec cette flexibilité. Ok. Top. Merci beaucoup pour vos témoignages sur ce sujet hyper important, équilibre vie pro, vie perso. Il y a une deuxième chose que moi je voudrais qu'on discute sur tous ces sujets d'expérience collaborateur, c'est la formation, l'apprentissage. Donc aujourd'hui, c'est un sujet fondamental. Pourquoi ? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a tout un tas de choses. Notre métier est en train de se transformer dans la relation client, dans les outils qu'on utilise, dans la relation entre nous avec le télétravail, avec tout un tas de choses. Et donc ça nécessite d'avoir un certain nombre d'apprendre un certain nombre de choses, que ça soit comme on dit en termes de hard skills, c'est-à-dire tout ce qui va être technique, ou en termes de soft skills, qui va être plus comportemental. Et du coup, moi, je voudrais votre avis là-dessus. En fait, c'est quelle est votre vision de la formation, de l'apprentissage ? Vous débutez dans la profession. Qu'est-ce que vous attendez de vos employeurs sur le sujet ? Moi, pour ma part, personnellement, c'est vraiment une formation complète, du début à la fin, parce que je sais que personnellement, quand j'ai passé des entretiens au début, je sais pas si Elina, c'était aussi son cas,
Le plus gros bémol qu'on avait, entre guillemets, enfin, qu'on nous faisait ressentir, c'est le manque d'expérience, manque de compétences. Enfin, du coup, je pense que en tant que jeune, notre meilleure force, c'est justement cette compétence et cette expérience qu'on va emmagasiner au fil de voilà, nos alternances, nos expériences professionnelles. Donc moi, personnellement, j'accorde beaucoup d'importance sur cette formation. Voilà, nous former de A à Z sur tout le processus comptable qu'il y a à savoir, en fait. Parce qu'après, si demain, j'arrive sur le marché du travail, voilà, ma force, c'est ça. Moi, je suis compétent dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Même si je suis jeune, voilà, j'ai une expérience et j'ai des compétences. Ok. Donc, T'as une idée ça se mesure en heures, le nombre de formations que tu veux, ça se mesure en, tu vois, enfin, comment tu vas, est-ce que tu vas identifier les sujets sur lesquels tu veux être formé, enfin, comment tu vois les choses là-dessus? je peux identifier des sujets, par exemple, élaborer un bilan, élaborer des TVA, pardon. Ça, c'est des sujets où, voilà, en tant que comptable de base, on doit savoir le faire. Ça, je pense, c'est un prérequis pour chacun. Après, je mesure pas forcément en heures, mais tant que je vois que je progresse et que j'évolue vers l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire devenir plus compétent, toujours découvrir de nouvelles choses. Parce qu'en plus, on est dans un métier où je pense, on a un horizon extrêmement large. Très large. Donc, on peut en apprendre tous les jours et je pense pendant beaucoup d'années. Voilà, beaucoup d'années. Donc, moi personnellement, tant que j'en apprends tous les jours et que je progresse au fur et à mesure, pour moi, c'est vers ça que je tends. Ok, donc toi, à ce stade, si je résume, on n'est plus sur de la formation continue, j'apprends un peu tous les jours, on n'a pas besoin de te mettre dans une salle de formation pendant une semaine, à te faire défiler des slides sur un sujet. À ce stade, c'est pas trop tes attentes. Du tout. Okay. Même plutôt le contraire, j'aime bien... voilà, c'est déjà arrivé. Du concret, voilà, comme tu disais tout à l'heure. Même, voilà, on me dit, voilà, aujourd'hui je vais t'apprendre telle chose. D'abord, essaye tout seul. Et ensuite, voilà, on voit ensemble et je te forme. Donc, hyper intéressant. Ouais. Parce que je pense qu'on a beaucoup, en tant qu'employeur, on est beaucoup, je pense, à dire, on les met dans une salle pendant 2 jours, on leur fait faire de l'Excel comme des brutes, et puis en fait, si tu pratiques pas l'Excel, le lendemain t'as oublié. Enfin, j'exagère un peu, mais clairement. Ok, très intéressant. Et Lina, du coup, quelle est ta vision, toi, de ton côté, sur ce sujet un peu formation, apprentissage On parlait tout à l'heure du sens, et je pense que ce qui fait que j'aime autant le métier que je fais, c'est vraiment le fait que j'apprends tous les jours. C'est vraiment hyper stimulant. On va avoir un client qui va arriver, qui va me dire bon bah voilà, j'ai fait un swap de taux, j'ai fait un crédit syndiqué, etc. Bah je connais même pas ce mot à la base, et bah je vais me renseigner, je vais aller sur le Francis Lefebvre et je vais essayer de comprendre à fond. Et en fait on rentre chez nous le soir et on se dit bon bah là en fait j'ai vraiment appris de A à Z quelque chose. Et ça, j'apprécie énormément. C'est vraiment en fonction de la conjoncture en fait économique, parce que le client va être confronté à celle-ci et va devoir réagir en fonction. Et je pense que c'est vraiment, comme tu dis, sur le taf. En fait, ce qui va arriver, on va apprendre en fonction, et pas vraiment dans des salles de formation. Après, à Mazars, nous, on a des programmes de formation. On nous dit, bon bah voilà, écoutez, vous avez l'occasion de pouvoir faire une formation de 1 jour. En général, c'est 1 jour, pas plus. 1 jour sur ce sujet. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que vous savez que vous allez être confronté à ces sujets-là, ou vous savez que c'est un petit peu flou pour vous. On peut s'inscrire. Enfin là, par exemple, demain, j'ai une formation sur les instruments financiers et j'y vais de mon propre chef. Je me suis inscrite et c'est une journée, pas une semaine. Ok. Mais je pense que c'est quand même hyper important d'apprendre tout au long. Ok, donc je rebondis sur ce que tu dis. Du coup, là, tu as un espèce de catalogue et tu es allé choisir un truc qui te plaisait dans le catalogue. C'est vraiment ça. Donc on reçoit un mail, en fait. Voilà, il y a ces formations qui sont proposées. Est-ce que vous voulez vous inscrire? Shopping list. Hop, mais c'est ouais, exactement. Okay. Et ensuite, on a les plateformes d'e-learning où on peut s'inscrire. Par exemple, là, je vais manager et je me sens pas forcément à l'aise sur ce sujet, donc niveau soft skills cette fois-ci. On ne devient pas manager comme ça. Enfin, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui plus ou moins sont à l'aise avec ça. Et on peut avoir des e-learning comme ça. Comment faire un feedback, comment déléguer, comment, je sais pas moi, réagir à une situation plus complexe avec un stagiaire, etc. Donc ça, on a des plateformes en direct où, par exemple, ce soir, je fais un feedback, ce petit quart d'heure de formation. Génial. Ouais. Ok, donc
tout ce qui est donc le côté un peu self-service et auto-formation avec les nouveaux outils, on en revient encore à ça, c'est même sur la formation. Donc on va dire comment dire, des webinars ou des e-learning, voilà, je cherchais le mot. Tout ça, c'est des trucs qui vous intéressent et vous vous sentez capable d'évoluer avec ces techniques de formation là. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un formateur ou Non. Et au contraire, je trouve que c'est plus un frein. Enfin, en l'occurrence, nous, on sort à peine des études. Ouais, Donc exactement. les heures de cours, enfin moi honnêtement, j'ai pas envie d'en avoir tout de suite. Et pouvoir me dire que bon bah là je vais voir les sujets qui m'intéressent. Même parfois, enfin, je sais même pas si je vais être confrontée au sujet, mais je me dis j'ai envie d'en apprendre plus sur ce sujet. Je vais voir s'il y a une formation qui est proposée là-dessus. Bah il y en a une d'une heure, pourquoi pas. Donc le côté self-service est important pour vous. Oh carrément. Okay. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une force. Ok, top. Moi, je voulais parler avec vous maintenant du gros sujet aussi sur l'expérience collaborateur, c'est l'argent, les sous, le package financier. Aujourd'hui, quelle est votre vision un peu en tant que collab sur le sujet ? Est-ce que c'est un tabou ? Est-ce que c'est pas un tabou ? Comment, selon vous, cette rémunération doit être structurée ? Parce qu'aujourd'hui, globalement, dans les cabinets d'expertise comptable et d'audit, il y a un salaire fixe, un bonus, appelé aussi dans certaines structures prime ou prime de bilan ou prime exceptionnelle, on appelle ça comme on veut. Il peut y avoir aussi des avantages, des tickets pour Noël, pour les vacances, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs formes voilà. Il y a aussi des sujets partage de valeurs qui peuvent exister. Quelle est finalement, vous, votre vision sur ce sujet du package financier ? On va peut-être commencer par toi, Elina. Je vois que ça a l'air de te passionner. Donc. En l'occurrence, après mon alternance, on m'a fait une proposition et je me sentais super bien dans le cabinet et j'ai pas vraiment hésité du fait du montant. Enfin, je me suis dit que moi, c'était là où je voulais aller et en fait, ce qui se passe, c'est plutôt une comparaison avec mes amis, les gens de ma promotion, de ma promotion Dauphine. Ouais. Et en fait, ce à quoi j'ai réfléchi plus, c'était un taux horaire. En me disant, bon bah moi, voilà, en une semaine, j'ai pour habitude de faire tant d'heures. Si je divise par rapport à mes amis qui sont, eux, dans une entreprise où ils font véritablement 40 heures tout rond, est-ce que c'est à peu près équitable ? Combien je vaux, moi ? Est-ce que je pense que je vaux ça ? Et c'est comme ça que j'ai raisonné et je pense que ça m'allait comme ça et voilà. J'ai pas poussé plus que ça la réflexion et je me suis dit que dans tous les cas, j'étais arrivante sur le marché et que je pouvais pas non plus avoir des critères. Enfin, je suis là pour apprendre. L'entreprise, je pense, va plus m'apporter que moi je lui apporte. Donc, je suis pas forcément en position de négocier plus que ça. C'est intéressant, ouais. Ok. Là aussi, je pense que vous allez décrisper pas mal de gens là-dessus parce que c'est vraiment, tu vois, quand on en parle entre experts comptables ou commissaires aux comptes, quand on a l'impression que c'est un mur infranchissable de vous satisfaire avec la rémunération. Ok, donc merci pour ton premier retour. Et toi, Grégory, un peu quelle est ta vision là-dessus sur l'aspect je pense que c'est quelque rémunération chose qui est important. Après, comme Elina l'a dit, personnellement, en tant que jeune débutant, on va dire, c'est quelque chose où, pour le moment, où je me fie pas encore énormément dessus. Comme elle a dit, Elina, je préfère apprendre. Alors bien sûr, il nous faut un salaire parce qu'on a tous besoin de vivre. C'est ça. Et puis, comme elle a dit aussi, savoir ce qu'on vaut quand même, parce qu'on ne vaut pas rien non plus. Donc, qu'on soit juste payé à notre juste valeur. Mais pour le moment, sur mes premières années, je préférais autant investir plus dans ma formation pour devenir vraiment compétent, pour à l'avenir justement prétendre à des postes où je pourrais demander des rémunérations plus conséquentes. Parce que j'aurais été bien formé, je serais devenu compétent et je pourrais prétendre à de meilleurs postes. D'accord. Et hyper clair aussi, merci beaucoup. Et tous les deux sur vous savez, aujourd'hui, le package ou la rémunération, elle est faite de trois principaux éléments. Ce que je vous disais, c'est donc le fixe, le bonus et les avantages. Comment vous voyez l'équilibre ? Est-ce qu'il a de l'importance finalement, ou ce qui compte à la fin, c'est l'enveloppe globale ? Comment aussi un peu
avoir votre recul là-dessus. Moi, c'est un truc qui m'intéresse, même à titre personnel en tant qu'employeur. On a toujours du mal à comprendre parce que parfois les salariés nous disent moi je veux un ticket avant mes vacances et puis finalement d'autres qui disent non moi ça m'intéresse pas, ce qui compte c'est que le fixe, les bonus je m'en fous, d'autres qui disent au contraire non moi je veux un bonus, enfin voilà, donc c'est vrai parfois on est perdu, faut se dire les choses. Donc quelle est votre vision? Est-ce que la décomposition a une importance ou ce qui compte c'est l'enveloppe globale? Voilà, comment vous voyez les choses là-dessus? Je pense que c'est un peu compliqué parce que effectivement je pense que ça sera peut-être un peu du cas par cas parce que chacun aura des attentes, c'est ça, ouais. Moi avant par exemple tout ce qui était avantage ça ne m'importait pas beaucoup, alors que maintenant pour avoir vécu certaines situations, par exemple j'ai commencé dans mon cabinet, j'ai dû déménager pendant que j'étais là, c'était pas prévu, je suis arrivé beaucoup plus loin donc j'ai dû prendre ma moto pour venir au cabinet. Mon cabinet, ils ont été compréhensifs, ils m'ont remboursé mes frais d'essence par exemple. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais au début, en alternance en tout cas, une petite rémunération. Donc c'était un avantage pour moi qui était énorme au final. Et au fil des années, je me rends compte que certains avantages, ça peut vraiment être... faire la différence. C'est ça, oui. Quand on voit que même avec des collègues, on nous propose... c'est pas de la rémunération, mais des sorties par exemple entre collègues. Quand on s'entend bien, ça peut être... on se sent bien en fait quelque part et on a envie d'y rester au final. Ok, hyper intéressant. Ouais. Et Lina, moi, ta vision? Au niveau de la division package, rémunération fixe, variable, je pense que j'ai pas assez de recul en fait pour savoir ce que je préfère, mais c'est subjectif. Je pense que c'est en fonction des besoins de chacun. Il y a tout ce qui rentre. Pour le coup, mes collègues qui sont un peu plus âgés, il y a les soucis de banque avec le variable qui rentre pas pour les prêts, etc. Moi, pour l'instant, j'y accorde pas vraiment d'importance. Mais c'est intéressant ce que tu as dit sur l'esprit familial, les sorties, etc. Il y a tout ce côté, on va faire un after work, on va faire une soirée entre collaborateurs. Moi, je suis très contente de me dire que j'ai 2-3 fois par an une soirée avec tout le monde où on va se réunir, on va passer une excellente soirée. Ça compte pour moi dans les avantages. Ok. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour votre vision sur le sujet parce que c'est vraiment parfois vraiment un sujet bloquant ou qui crispe les gens. Ok. Moi maintenant j'ai une autre question. Dans votre expérience collaborateur, quelle importance vous allez attacher à tout ce qui va être valeur de la boîte dans laquelle vous travaillez, enfin dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, valeur, culture. Qu'est-ce que vous attendez de votre employeur là-dessus finalement? L'image que ça renvoie, etc. Ouais, en fait, quelles valeurs vont vous attirer? Oui. Quelle culture d'entreprise vous allez apprécier, pas apprécier? Est-ce que vous voulez qu'on communique dessus? Est-ce que ça doit être véhiculé en interne chez les clients? Est-ce que ça doit transpirer partout? Enfin, voilà, quelle est votre vision? Est-ce que la boîte doit être écolo? Est-ce que la boîte doit être, elle doit sponsoriser, un sportif? Enfin, vraiment, soyez, du mécénat, vous voyez ce que je veux dire? Quelles sont les choses qui vont faire que vous allez être bien parce que, ou quelles sont les valeurs ou ce que je disais, la sensibilité de votre employeur qui va faire que vous allez adhérer à la culture ou comment vous fonctionnez par rapport à ça? Je pense que la nouvelle génération va tous être d'accord pour dire que c'est important que notre employeur il ait des valeurs écologiques quand même, parce que je ne vais pas parler à ton nom, Grégory, mais on a quand même une sensibilité qui est assez forte là-dessus et on a envie de savoir qu'il y a une sensibilité à ces sujets-là et que c'est pas juste oublié. Par ailleurs, je pense que c'est important aussi qu'on sente qu'on partage des valeurs d'équité, de diversité, d'ambition, etc. Le but, c'est quand même, ça résonne en nous quand le cabinet partage des choses, notamment sur les réseaux sociaux, parce que, mine de rien, ça renvoie une image. Ça renvoie une image de nous-mêmes, notre employeur, donc ça a une importance. Après, je porte beaucoup d'importance aussi, en fait, à ce que les gens qui m'entourent dans l'entreprise, eux, portent comme valeur, parce que c'est plutôt ça qui va être envoyé sur les réseaux, etc. Et c'est ça qui va aussi influencer aussi comment c'est dans la boîte. Donc ça marche dans les deux sens en fait. L'employeur doit communiquer sa culture, mais si c'est pas en adéquation avec les collaborateurs, ça marche pas. Si, c'est quand même très important pour moi. Et je pense que si un jour je voyais quelque chose sur les réseaux ou dans les transports, sur une pub, etc., à laquelle je suis pas alignée, je me poserais des questions. Après, c'est pas encore arrivé, j'espère pas que ça n'arrivera, mais
mais si, c'est quand même, ça a de l'importance pour moi. Et comme tu le disais, tout ce qui est sponsor des sportifs, le mécénat dans les musées, c'est vrai, quand je vois le petit logo Mazars, je suis fière. Enfin, je me dis, ah oui, bon, bah, trop cool de savoir qu'on soutient cette équipe, qu'on ait un partenariat avec cette personne, parce que ça promeut un sujet qui est important, et je suis alignée avec ça. Donc, pour toi, ça crée un attachement à ton employeur. Enfin, je pense que c'est pas si c'était pas le cas. Oui. Ce serait pas du tout un frein, mais c'est vrai que petite fierté quand je vois ça. Je me dis c'est cool. Le petit plus qui va bien. Ouais. Exactement. Okay. Le petit plus qui va bien. Ok, génial. Et toi, Grégory ? Moi, c'est assez marrant parce que quand j'ai commencé, je voulais absolument aller dans une grosse boîte justement pour toutes ces questions de valeur. Au final, je suis arrivé dans un petit cabinet qui n'avait pas forcément les mêmes communications. Et au final, j'ai pas du tout été déçu. Parce que je pense que j'avais aussi ce cliché de me dire, dans une petite boîte, peut-être que ce sera plus dur. Et au final, comme elle a dit Elina, je pense qu'ils font aussi les valeurs du cabinet, c'est les valeurs des gens qui y travaillent directement. Au final, si on partage tous les mêmes valeurs, on s'entend tous autour d'un même objectif commun. Je pense que c'est la meilleure chose en fait pour perdurer et que chacun se sente à l'aise en fait dans l'entreprise. Ok. Et il y a des valeurs particulières auxquelles tu vas être sensible ou pas ? Moi personnellement, j'ai toujours eu des travails, on va dire, où ça a toujours été très familial. Donc ce côté familial dans le petit cabinet, j'y suis assez sensible. Ouais. J'aime bien, voilà, on s'entend tous bien. Il n'y a aucune animosité comme il peut y avoir. Je l'entends parfois dans des grosses structures où voilà, des jalousies d'hierarchie ou des choses de la sorte. Chez nous, on n'a pas d'histoire comme ça. On est tous assez soudés, on s'entraide tous. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Oui. Ok. Et dernière question sur le sujet, avant qu'on conclue. Est-ce que les valeurs et la culture d'entreprise qu'il y a chez vos employeurs, elle a été communiquée, vous l'avez perçue dès l'entretien ou pas ? Ouais, en l'occurrence, pendant les forums universitaires, sur le site internet, quand j'ai postulé, c'est des choses qui sont tout de suite premier plan sur la page internet. Boum. Et également, quand on postule, en général, il y a le nous rejoindre, notre histoire, et c'est tout de suite, je pense que c'est un vecteur qui fait qu'ils essayent de nous avoir aussi avec des valeurs qui sont assez quand même générales pour plaire plus ou moins à tous. Et n'empêche qu'on se dit, génial en fait qu'ils mettent l'accent là-dessus, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur également. Ok. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, je pense que si les entreprises ne faisaient pas ça, maintenant, ce serait plus compliqué, en tout cas plus qu'avant, parce que maintenant, on est tous très sensibles à ça. Et c'est aussi, je pense, maintenant, peut-être rentrer aussi dans les critères de sélection, comme on disait au début, de choisir une entreprise ou non. À proposition équivalente, peut-être que ces sujets-là feront la différence au final. Et il y a un article dans la presse qui sort avec des émissions de CO2, par exemple, énormes sur un cabinet d'audit. Je pense que ça peut avoir un vrai impact sur les recrutements ensuite. C'est des choses la fidélisation aussi. Ouais, absolument. C'est-à-dire, tu peux avoir des gens qui peuvent partir à cause de ça. C'est très important dans le choix de l'employeur de ne pas avoir forcément de scandale sur des valeurs qui vont tenir à la génération qui veut être recrutée. Ok. Hyper important. Je pense. Ok, merci beaucoup pour votre retour sur ces sujets de la culture et des valeurs. Ça va bientôt être l'heure, c'est même l'heure de conclure. Donc, je sais pas, peut-être juste si vous pouviez dire un mot finalement sur ce que vous avez envie de dire sur le sujet des attentes des jeunes aujourd'hui. Parole libre, sentez-vous libre de dire ce que vous voulez. Moi en tout cas, je voulais juste vous remercier d'avoir répondu présent et d'avoir répondu favorablement à mon invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et moi je ressors en tant qu'employeur avec des idées très claires grâce à vous. Et aussi je pense il y a beaucoup d'employeurs en vous regardant qui vont comprendre que je pense que le dialogue il peut être beaucoup plus simple que ce qu'ils ont en tête et qu'il faut pas hésiter à parler de tous ces sujets assez librement comme on l'a fait là, parce que ce que j'ai fait avec vous là, peut-être que je pourrais pas le faire aussi librement avec les salariés, donc finalement il faut un peu décrisper la parole et essayer de discuter de tous ces sujets. Donc un grand merci. Et puis je sais pas, Elina, peut-être est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou quelle est un peu ta conclusion toi sur toutes les attentes des jeunes dans notre profession, est-ce que tu as envie de dire un dernier mot?
Je pense que les attentes de la nouvelle génération, il y a vraiment un énorme sujet autour de ça, mais finalement, on a des attentes qui sont quand même très simples, mais c'est des valeurs qui sont quand même hyper importantes, comme on disait, la politesse, le respect, savoir qui on est quand on arrive quelque part. C'est des choses très simples, mais parfois, peut-être qu'en voulant chercher trop loin, compliqué. voilà, C'est ça, ouais. on oublie La base. des choses de base. Ok. Après, je pense que voilà, il n'y a pas de choses extraordinaires qu'on a dit Ouais. pendant cet échange, mais avec plaisir si on a pu te donner des clés C'était super. éventuelles. Merci beaucoup, Elina Ouais. et Grégory. Je rejoins assez Elina aussi. Je pense que des fois, à vouloir peut-être chercher trop compliqué, je pense que nos attentes elles soient assez simples. Et puis, je pense que voilà, avec un dialogue respectueux et simple, je pense qu'on pourra arriver à délier beaucoup de choses et arriver à progresser au final. Ok. Eh ben, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Merci à et vous. à très bientôt. Merci à toi. Bye bye. Merci.